Et si je te disais que les anciens Grecs ne voyaient pas le ciel bleu, pas parce qu'ils étaient aveugles, ni fous, ni poètes trop abstraits, mais parce que leur langue ne possédait même pas le mot bleu. Le ciel était blanc, le vin était noir, et l'océan, couleur de bronze. Ce n'est pas un mythe, c'est un mystère linguistique et culturel qui bouleverse tout ce qu'on croit savoir sur la perception humaine. Quand on lit Homère, on découvre un monde sans bleu. Pas une seule fois dans l'Iliade ou l'Odyssée il n'évoque la mer comme bleue. Elle est couleur de vin. Le ciel, aucun mot ne le désigne comme téléphone. Et Homère n'est pas seul. Les textes antiques regorgent de descriptions étranges, des moutons violets, des visages verts, mais toujours, aucune trace du bleu. Pourquoi? Était-ce un oubli, une licence poétique, ou bien les anciens Grecs voyaient-ils vraiment le monde différemment? Et plus encore, la perception des couleurs dépend-elle de notre langue? Dans cette vidéo, on va explorer un fait déroutant mais bien réel. Certaines civilisations anciennes ne voyaient pas certaines couleurs simplement parce qu'elles n'avaient pas les mots pour les nommer. On verra ce que disent les linguistes, les neuroscientifiques, et ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Car si eux ne voyaient pas le bleu, alors qu'est-ce que toi, tu ne vois pas? Lorsque l'on plonge dans les textes fondateurs de la civilisation occidentale, un détail frappe immédiatement les chercheurs, l'absence quasi totale du mot bleu. Dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère décrit le ciel, la mer, les objets, les armures. Mais jamais le ciel n'est qualifié de bleu. La mer est couleur de vin sombre, les vêtements sont pourpres, noirs, blancs ou rouges. Le bleu, lui, semble littéralement inexistant. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans l'Ancien Testament, dans les textes sanscrits du Rig Veda, dans les épopées germaniques ou les poèmes chinois anciens, le bleu est absous utilisé de manière très étrange, souvent confondu avec le vert ou le noir. Cela a longtemps été pris pour une coïncidence poétique, jusqu'à ce que William Gladstone, futur Premier ministre britannique, mais aussi érudit, s'y intéresse au XIXe siècle. Il remarque que chez Homère, les couleurs sont très limitées et surtout liées à des notions de brillance ou de texture plutôt qu'à une teinte précise. Le ciel est brillant, l'air est clair, mais jamais bleu. Son observation va intriguer un autre savant, Lazarus Gégé, qui va élargir l'enquête à d'autres langues et d'autres civilisations. Et partout, le même schéma, aucune trace du mot bleu dans les premières étapes des langues. En fait, selon lui, le mot bleu apparaît très tard dans l'histoire des langues humaines, après le noir, le blanc, le rouge, le jaune et le vert. C'est l'une des dernières couleurs à être nommée. Pourquoi? Parce que le bleu est extrêmement rare dans la nature. Très peu d'animaux, de plantes ou d'éléments naturels possèdent cette couleur. Et comme la langue humaine se développe d'abord autour de ce qui est utile ou visible, le mot bleu n'était tout simplement pas nécessaire. De plus, la fabrication de pigments bleus était extrêmement complexe et coûteuse. Le bleu égyptien, l'azurite ou le lapis lazuli étaient rares, chers, souvent réservés aux élites ou aux sacrés. Ainsi, l'absence du mot bleu dans les langues anciennes ne révèle pas une cécité physique, mais une invisibilité culturelle. Ce que les Grecs ne voyaient pas, c'est ce que leur monde ne soulignait pas. Pas de mots, pas d'attention. Et donc, pas de couleur. Peut-on réellement percevoir une couleur si notre langue ne possède pas de mots pour la désigner? Cette question, qui pourrait sembler abstraite, a été étudiée très sérieusement par les linguistes et les neuroscientifiques. Et les résultats sont stupéfiants. Le cerveau humain interprète les signaux lumineux reçus par la rétine, mais cette interprétation n'est pas purement biologique. Elle est influencée par la culture, l'éducation, et surtout par le langage. Dans les années 2000, une série d'expériences menées avec les Imba, un peuple d'Afrique du Sud parlant une langue sans mots distincts pour bleu, a révélé un fait fascinant. Lorsqu'on leur montrait un cercle composé de carrés verts avec un seul carré bleu inséré, ils avaient énormément de mal à repérer l'intrus. Pourtant, ce bleu était facilement identifiable pour un occidental. En revanche, quand on leur présentait plusieurs nuances de vert très proches, ils parvenaient à les distinguer avec une précision bien supérieure à celle des anglophones. Pourquoi? Parce que leur langue possède plus de termes pour désigner les différents verts, utilisés pour identifier les plantes et les feuillages, essentiels à leur environnement. Ce que cela démontre, c'est que notre perception des couleurs n'est pas universelle. Elle dépend du vocabulaire que nous avons appris. Plus notre langue distingue de nuances, plus notre cerveau devient sensible à ces différences. Autrement dit, nommer une couleur permet de la voir. Ce phénomène est connu sous le nom de relativisme linguistique. Il a été théorisé au XXe siècle par Benjamin Worf, qui affirmait que la langue façonne la pensée. Ce que les Grecs anciens ne voyaient pas, ce n'est donc pas qu'ils en étaient incapables biologiquement, mais que leur cerveau n'avait pas appris à le reconnaître comme une catégorie distincte. Le bleu était confondu avec d'autres sensations, d'autres repères. C'est aussi pour cela que dans l'histoire, de nombreuses cultures ont mis du temps à différencier le bleu du vert ou du noir. Et ce n'est que lorsque le mot bleu est entré dans leur vocabulaire, que le monde autour d'eux a commencé à changer de teinte. En somme, notre perception visuelle n'est pas une fenêtre neutre sur la réalité.
C'est un filtre façonné par les mots, et donc par l'histoire. Il suffit de visiter un musée pour le constater, le bleu, cette couleur aujourd'hui omniprésente, était quasi absente dans l'art de l'Antiquité. Ni les fresques grecques, ni les sculptures romaines, ni les peintures rupestres ne le mettent en avant. Et lorsqu'il apparaît enfin, c'est avec une force symbolique extraordinaire. Pendant des siècles, le bleu n'est pas une couleur comme les autres. Il est rare, difficile à produire et donc précieux. Les pigments bleus naturels sont extrêmement coûteux. Le plus célèbre d'entre eux est le lapis-lazuli, une pierre semi-précieuse importée d'Afghanistan et broyée pour produire l'ultramarin. Ce pigment, d'un bleu profond et lumineux, coûtait plus cher que l'or, à tel point que dans l'Europe médiévale, les peintres devaient souvent justifier son usage dans les contrats avec leurs mécènes. Résultat, le bleu était réservé aux personnages les plus importants, notamment la Vierge Marie, qui deviendra presque indissociable de cette teinte céleste. Mais avant cette époque, le bleu restait discret, voire absent. L'art égyptien privilégiait l'or, le rouge, le noir, le blanc et des verts profonds. Dans la Rome antique, on retrouve du bleu, mais toujours de manière secondaire, souvent lié à des éléments exotiques ou décoratifs. Ce n'est qu'au Moyen Âge, et surtout à partir du XIIe siècle, que le bleu commence à gagner en visibilité. L'une des raisons tient à un changement de perception culturelle. Sous l'influence du christianisme et de la montée du symbolisme des couleurs, le bleu devient peu à peu une couleur noble, spirituelle, associée au ciel, à la vérité, à la loyauté. La mode, la peinture, les vitraux, les enluminures commencent alors à se parer de cette couleur qui, jusque-là, n'avait jamais été centrale. Plus tard, au cours de la Renaissance, les progrès techniques permettent de créer de nouveaux pigments bleus, comme le bleu de Smalt ou le bleu de Prusse, puis au XIXe siècle, le bleu outre-mer synthétique. Ce n'est qu'à partir de là que le bleu devient accessible à tout, et qu'il s'impose dans l'art occidental comme une couleur majeure. Aujourd'hui, le bleu est souvent la couleur préférée dans les sondages mondiaux. Mais cette popularité est récente à l'échelle de l'histoire. Pendant longtemps, il fut un luxe, une exception, presque un mystère, un fragment du spectre que les yeux humains voyaient, mais que les sociétés ne reconnaissaient pas encore. C'est une idée troublante, mais profondément logique si les anciens Grecs ne voyaient pas le bleu parce que leur langue et leur culture ne l'avaient pas isolé. Alors qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu ne vois pas? Car ta perception du monde est, comme la leur, filtrée par ton environnement, ton éducation, ta langue, ta culture. Tu crois voir toutes les couleurs, mais est-ce vraiment le cas? Expériences récentes en neurosciences et en psychologie cognitive montrent que nous sommes tous, d'une certaine manière, daltoniens culturels. Par exemple, dans certaines langues d'Asie ou d'Afrique, il existe des dizaines de mots pour désigner des nuances que nous, francophones, appelons simplement rouge ou jaune. À l'inverse, certaines langues n'ont pas de mots pour rose ou pour orange, et les locuteurs de ces langues mettent plus de temps à les identifier ou les distinguer. Cela ne veut pas dire qu'ils sont incapables de les voir, mais que leur cerveau ne les catégorise pas de la même manière. Encore plus étonnant, les études ont montré que les bébés perçoivent des contrastes colorés que les adultes ne voient plus. À force d'apprendre les bonnes catégories, notre cerveau écarte certains détails, certains contrastes, pour simplifier l'information. En grandissant, nous voyons mieux ce qu'on nous a appris à voir, et nous perdons le reste. Même la technologie peut fausser notre vision. Les écrans, les filtres, les codes couleurs numériques standardisent notre rapport aux teintes. Nous vivons dans un monde visuel de plus en plus codé, calibré, uniformisé. Résultat, notre perception s'appauvrit, sans même que nous nous en rendions compte. Et ce constat ne concerne pas que les couleurs. Il s'étend à tous les aspects de notre réalité. Ce que nous appelons normal, évident, réel, dépend d'un cadre que nous n'avons pas choisi. Un cadre transmis par la langue, la société, l'époque. Alors peut-être que toi aussi, tu ne vois pas certaines choses. Pas parce que tes yeux te trompent, mais parce que ton esprit les ignore. Et si, au fond, notre vision du monde était toujours partielle, toujours incomplète, un puzzle dont il nous manque les pièces, simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à les reconnaître. Et si le bleu n'avait jamais vraiment existé avant qu'on lui donne un nom? Et si ce que tu crois voir n'était que ce qu'on t'a appris à percevoir? L'histoire de la couleur bleue, absente des textes anciens, ignorée des artistes pendant des siècles, puis soudain révélée, nous pousse à une réflexion bien plus vaste. Ce que nous appelons réalité est peut-être moins un fait qu'une construction. Une construction linguistique, culturelle, neurologique. Les anciens Grecs ne voyaient pas le bleu, pas parce qu'ils en étaient incapables, mais parce que leur monde ne le distinguait pas. Alors pose-toi cette question, que ne vois-tu pas, toi, dans ton monde d'aujourd'hui? Quelle perception, quelle vérité, quelles évidences échappent à ton esprit simplement parce qu'aucun mot, aucune éducation, aucune habitude ne t'a appris à les voir? L'univers est peut-être rempli de bleus encore invisibles. D'âmes idées, des sensations, des vérités qui n'attendent qu'un mot pour exister. Et si apprendre à nommer, c'était déjà apprendre à voir?